Là, je fais le point sur Olivier Poisson. Je ne sais pas ce que tu as fait. Tu étais clair et puis là, on te voit. On est en direct. Voilà. Et il apparaît tout net. C'est Olivier Poisson. Olivier Poisson, président de l'ASPAR, qu'on a déjà vu la dernière fois qu'on t'a vu d'ailleurs pour parler de l'incendie de Notre-Dame et de son hypothétique reconstruction. Alors Olivier Poisson, tu es devenu après un coup d'État audacieux face à Poisse, parce qu'il a dit qu'il a démissionné, on sait très bien que toi et ta junte militaire, vous avez agi. Non, il y a eu une réunion post-démission de Philippe Poisse qui rejoint la liste alternative. Donc il fallait un nouveau président. Je t'avais vu en privé un peu avant, tu disais c'est embêtant, moi j'ai pas le temps. Je me dis mais quand même c'est un peu toi la meilleure personne si tu veux que ça continue, pour que ça continue. Alors raconte-nous. Bah oui, alors je vais dire... Alors qu'est-ce que l'ASPAR pour résumer déjà? L'ASPAR, c'est l'Association pour la sauvegarde du patrimoine artistique et historique roussillonnais. L'ASPAR est une vieille dame qui a été fondée en 1963 par Pierre Ponsic et René Puig, comment dire, Pour les gens non catalans. Pour les gens non catalans. Et René Puig, qui était d'ailleurs adjoint au maire de la municipalité de Perpignan à l'époque, et qui était un homme convaincu de la culture, un grand ami de Pablo Casals, etc. Faut le faire revenir. Il est sur une liste. Malheureusement, il est, je ne sais pas, dans l'un des cimetières perpignanais. Donc non, cette association a connu des éclipses, elle a longtemps reposé sur Pierre Ponsic, elle se confondait finalement avec l'action... Alors Pierre Ponsic, il faut rappeler qui c'est, parce que c'est pas n'importe qui. Alors Pierre Ponsic, c'est un érudit, c'est un savant qui a incarné, on va dire, la connaissance de l'histoire roussillonnaise toute sa vie. C'est quelqu'un aussi qui a eu des ennuis à la Libération, on ne peut pas le cacher, mais ça n'ôte rien, si je puis dire, à son œuvre, d'abord historique. Oui, c'est un peu comme l'histoire de Polanski. Est-ce qu'on peut détacher l'artiste de son œuvre, si j'ose dire? On ne peut pas les détacher dans la personne, dans l'être. Cela dit, il y a des choses qui nous intéressent. Oui, il a beau être collabo, s'il a quand même sauvé une vieille dame. Donc voilà. Collabo, surtout que le mot là est quand même impropre. C'est quelqu'un qui partageait une certaine idéologie, d'ailleurs plutôt répandue en Roussillon dans certains milieux. Maurras. Voilà, plutôt maurassienne. Qui a une tradition Camelot du roi dans la Salanque. Il était de la Salanque, le garçon, non? Non, pas vraiment. Il était plutôt d'une famille perpignanaise ou même miassoise, si j'ai bonne mémoire. Mais la question est plutôt, effectivement, au fond, c'est ce qu'on appelait en Roussillon les carlis, c'est-à-dire les gens de droite, les gens monarchistes. Et Pierre Ponsic a eu une conviction monarchiste toute sa vie. Ça peut arriver. Ça peut arriver, il n'y a pas de... Donc ce qui fait que pendant la guerre, il y a eu un comportement, disons, ambigu, et au moins, comme en plus c'était un polémiste, il a dit et écrit des choses qui n'étaient pas admissible. Pour ça, il est en dessous de Brasillac, il y a un autre gars d'ici. Oui, on a des célébrités quand même. Hein. Voilà. Oui, non, enfin, je veux dire, on ne va pas parler que de ça, parce que... Non, c'est pour le dire rapido, mais le rappeler. L'œuvre de Pierre Ponsic, enfin en tout cas, l'œuvre qui concerne ce pays, dans sa mémoire, dans l'accumulation du travail, parce que l'histoire c'est une construction, il faut qu'il y ait des historiens pour l'écrire et pour aller chercher dans les archives, etc. Et puis en même temps c'est quelqu'un qui s'est battu pour la défense du patrimoine, parce qu'il a pensé que le patrimoine à Perpignan et ailleurs, était une valeur positive pour ce pays. Et de ce côté-là, moi je lui donne absolument raison. C'est pas Bartissol par exemple qui a battu le patrimoine plus qu'il ne s'est battu pour lui. Bartissol était un grand entrepreneur et un homme d'affaires qui a fait les affaires comment dirais-je... Bartissol, il faut rappeler que c'est le gars qui a fait tomber les murailles de la ville. Non, mais Bartissol... Mais non, mais attends, je vais faire une précision parce que
très souvent, on en parle de cette façon, comme tu viens de le faire. Brutal. Et non, mais c'est inexact. Oui. Bartisol, c'est l'entrepreneur qui a eu le marché de la d'accord. démolition des remparts. Oui, mais il était élu aussi. Je suis pas sûr Il me semble qu'il était élu en même temps qu'il a eu le marché. Hein. Je pense pas de façon concomitante. Ouais. Je pense pas de façon. On fera une émission spéciale là-dessus, là. Parce que Non, mais... je vais arriver à aujourd'hui. Oui. Déjà à titre personnel, parce que je me réveille. Et donc, l'ASPAR aujourd'hui, donc, salle de défense du patrimoine. Il y a eu Jean-Bernard Maton. Voilà. Qui est sur la liste d'ailleurs Alternativa, numéro 2, après Caroline Forgue, après nous avons François Suiter, mais qui n'est pas à l'ASPAR, mais ça n'a rien à voir. Donc la question, on est en pleine campagne, enfin, on aimerait, puisque là on est à 3 mois, il me semble, si c'est pas 2 mois, 3 mois au moins. 3 mois, 22 mars, si je Ouais, et on peut pas dire que ça soit Chicago à l'époque des bootleggers. Donc, on pourrait en dire, on s'ennuie un petit peu, pour pas dire autre chose. Et il n'y a pas de grand débat sur la ville, mais peut-être que c'est parce que je ne veux pas admettre que tout va bien à Perpignan, et donc que même cette interview n'a pas lieu d'être, puisqu'il n'y a pas de problème de patrimoine non plus, vu qu'il n'y a pas de problème, Olivier. Alors, comme je disais tout à l'heure, l'ASPAR est une association qui a eu un peu des éclipses parce qu'elle a tenu à des personnalités, puis il y a eu des moments où il y avait moins de monde pour partager ses objectifs. Et il est vrai que l'ASPAR, en quelque sorte, est revenu, a repris de la vigueur il y a maintenant 4 ou 5 ans, à partir du moment où on a pris conscience, un certain nombre, et Jean-Bernard Maton le premier, d'un certain nombre de problèmes de Perpignan, de conservation du patrimoine à Perpignan. Le premier, ça a quand même été la scandaleuse destruction du presbytère de la cathédrale, qui était un édifice tout à fait intéressant du début du XXe siècle, je crois qu'il est de 1899, la dernière année du XIXe, et qui a été démoli sans aucune considération pour sa valeur architecturale, pour sa valeur historique de mémoire, et y compris pour sa valeur urbaine, parce qu'on a créé un espèce de trou invraisemblable au pied de la cathédrale, sans que personne, finalement, si un certain nombre de personnes se sont élus. Oui, donc, une des premières, c'est Clotilde Ripouille, qui est candidate. Non mais, alors, c'est là où j'en viens. Pourquoi est-ce que je suis président aujourd'hui? Je suis président, et je tiens à le dire, je suis président un peu par défaut, parce que, effectivement, ce n'était pas mon ambition d'être président de l'ASPAR. Je suis effectivement engagé dans diverses actions, y compris patrimoniales, y compris associatives ailleurs dans le département. Saint-Michel de Cuchat, pour ne pas le nommer. Et d'autres choses. Je suis un membre du conseil d'administration de la Fondation de Marsevol. J'ai une activité professionnelle résiduelle parce que j'ai pris ma retraite du ministère de la Culture, mais je conserve un certain nombre de missions qu'on m'a demandées. Donc je ne suis pas d'une disponibilité folle pour être le leader d'une association comme l'ASPAR. Simplement, il est vrai, et ça c'est normal, qu'à partir du moment où le président veut s'engager politiquement dans une liste, il ne peut pas y avoir de confusion. L'ASPAR n'est pas là pour soutenir une liste ou une autre. Et évidemment, j'ai mes opinions, je sais pour qui je voterai, et je pense que voilà, ça n'est pas ça qui est en discussion. La question, c'est de savoir comment est-ce que l'ASPAR peut demander à tous ces candidats, à Perpignan et ailleurs dans le département, de se positionner sur la conservation du patrimoine en tant qu'un objectif d'action politique. Nous considérons à l'ASPAR que le patrimoine est un capital, est une valeur, quelque chose que ce département peut jouer pour son développement, pour son avenir. Or, nous sommes un développement sinistré, un département, pardon, sinistré économiquement, sinistré socialement, etc. L'agriculture est quand même largement l'agriculture classique, puisqu'il y a une permutation sur une nouvelle agriculture, et qui est en pointe. Hein. Oui, qui est en pointe. Mais ça représente, c'est du bio, et du vin nature, ça représente 20% de l'agriculture. Ça fait plus de 40 ans que j'habite ici. Il y a 40 ans, la richesse de ce pays, c'était l'agriculture. Les gens riches, c'était les agriculteurs, c'était les maraîchers, c'était les arboriculteurs, c'était les viticulteurs. Aujourd'hui, c'est pas ça. Ah non. Bon, donc on a bien perdu
plus au point de vue social, au point de vue chômage. Ici, on a des records de chômage. Alors, je ne vais pas dire que la culture ou le patrimoine, c'est une espèce de baguette magique qui va résoudre tous ces problèmes. Mais je prétends, et nous prétendons, les gens de l'ASPAR, les gens qui, sur le terrain, connaissons le patrimoine, le défendons, le faisons partager, nous sommes convaincus que c'est une des valeurs que l'on peut mettre en jeu pour développer ou pour essayer de recoudre un peu ce pays. Il y a deux aspects. Attends, je termine. Oui. Il y a deux aspects. Il y a celui d'une culture partagée au sein de ce pays. Parce que moi, ce que j'observe, encore une fois, avec le recul des 40 et plus années que j'ai d'expérience ici, c'est qu'en grande partie, nous avons perdu une partie de notre culture. La population a changé, elle s'est ouverte, ça n'est pas du tout, mais la transmission ne s'est pas beaucoup faite. Et l'identité, c'est-à-dire, c'est pas l'identité, mais la correspondance qu'il y a entre une culture, une histoire et un espace, un paysage, une ville où on habite, des lieux que l'on habite, cette correspondance, elle s'est beaucoup amoindrie. Les gens ne savent pas finalement où ils sont. Ils sont au bord de la mer, ils sont au pied du Canigou, etc. Mais ils ne savent pas où ils sont. Et ça, c'est un problème de cohésion sociale. De cohésion sociale, de savoir ce que cette société peut avoir un partage, peut avoir des valeurs, des références communes. Et puis il y a une deuxième chose qui est importante, c'est qu'on est dans une économie aujourd'hui tertiarisée, une économie de services, dans laquelle le tourisme a pris, et il a pris dans les PO la première place économique. Personne ne peut contredire. Je veux dire, aujourd'hui, le PIB du département, il est essentiellement touristique. Et tu crois pas que les gens viennent voir Auchan et les supermarchés alentours qui préfèrent aller c'est-à-dire que au centre-ville. Comme ces supermarchés sont en train de péricliter et qui vont bientôt devenir des ruines, peut-être qu'on viendra faire du tourisme dans les ruines, dans les friches, dans les friches commerciales de la fin du XXe siècle. Oui, ça c'est possible. Mais bon, voilà. Et donc, c'est pour ça que l'ASPAR a des questions à poser à l'ensemble, et sans aucune exclusive, à l'ensemble des candidats, à Perpignan et ailleurs, sur la place que la culture et le patrimoine va prendre dans leur action politique s'ils sont élus. Et si j'ai accepté de prendre la place de l'ASPAR, c'est pour que ces questions soient posées et que les réponses soient rendues publiques. C'est là mon projet. C'est très important, parce que il y a eu cette... Que devient Stéphane Bern? J'allais poser une question idiote, mais pas si idiote que ça. Il y a une polémique récemment où l'État a... parce que ça met un lien entre le national et le local, l'État a mis en place un loto du patrimoine, mais sur le compte sur lequel il prend des impôts, et l'argent qui a généré le patrimoine, c'était l'argent que donnait avant l'État. Donc Stéphane Bern est fort mari. Donc le patrimoine, ça le temps pour le patrimoine en général. Stéphane Bern a eu cette formule, je crois, il y a quelques jours, en disant l'État ou le gouvernement ne comprend rien au patrimoine. Et je suis tenté de dire que c'est vrai qu'il a raison. Justement, la question c'est de savoir comment est-ce qu'on peut utiliser le mot est désagréable, mais comment est-ce qu'on peut s'appuyer sur la culture et le patrimoine pour produire de la richesse. Voilà. Une richesse à la fois pour notre vie, pour notre espace, et une richesse qu'on peut valoriser auprès des autres. Et c'est ça, moi je ne comprends pas. Si on n'est pas capable d'investir, si on n'est pas capable de donner l'argent qu'il faut pour avoir des résultats, pour faire la conservation, pour faire la valorisation, pour faire l'échange, le partage, la communication du patrimoine, c'est qu'on n'a rien compris. Et Stéphane Bern, il a dit, ces gens-là, tous ces gens à Bercy, les énarques, machin, les je ne sais quoi, les députés qui ont coupé les crédits, ils n'ont rien compris. Je suis d'accord avec lui. Mais on est une des premières, un des premiers pays plutôt pour le tourisme, mais c'est uniquement parce que on a des supermarchés apparemment. C'est pas parce la France a un patrimoine. D'ailleurs, la cathédrale, c'était un supermarché médiéval. Voilà, non mais voilà, mais c'est des gens qui sont totalement idiots, déculturés ou pour eux. J'avais une discussion. Il y avait un débat pour la campagne des présidentielles.
Et j'expliquais que même au 19e siècle, les grands bourgeois, les grands commerçants, les grands industriels, ils avaient fait, à mon instar, leurs humanités. Et donc, ça les a pas empêchés de faire du capitalisme, quoi. Sauf que maintenant, ils font que des écoles de commerce et ils ne voient que des colonnes, certes, mais comptables. Oui, on a un problème, effectivement, je pense, et à différentes échelles. C'est pas simplement le microcosme local, Perpignan ou le département, etc. Ça peut être aussi une question plus large et nationale. On a un problème effectivement d'une culture partagée, et qui accompagne les activités économiques, sociales, etc. On a énormément fragmenté, dispersé, médiatisé, enfermé dans des niches. Les gens sont accros À leur portable, leur univers, leur réseau, leur série télé, etc. On vit dans des bulles, en fait. On vit dans des bulles, on vit dans des tubes qui communiquent pas. Et ça, c'est un gros problème. On me parle d'une société archipélisée. Alors, c'était Jean-Paul Alduy, enfin, historiquement, c'est Jean Viard, qui avait conceptualisé l'histoire, sauf que Jean-Paul Alduy arrive juste derrière, en disant que entre les îles, il y a des pirogues. Bon, ça, il a fabriqué sa pirogue tout seul, hein. Et donc, là, récemment, à l'état de la société française, je ne sais plus de quel, c'est plus Jean Viard, mais qui reprend le concept en disant, on vit dans une société d'archipel au sens où elle est éclatée, quoi. C'est pour ça, je pense, que à l'échelon municipal, à l'échelon des villes, à l'échelon qui est quand même celui d'une proximité, d'une cohabitation physique. Les gens sont dans les mêmes rues, dans les mêmes espaces. On se croise encore. On se croise encore. On ne s'est pas parlé, on avait nos portables tout à l'heure. On disait, ah, tu es là, Olivier. Bon, on a... Non, mais c'est pour ça qu'il est important qu'il y ait une politique municipale sur ces sujets. C'est le bon échelon, en plus. C'est le bon échelon. En tout cas, c'est un échelon dans lequel il y a une proximité, une capacité d'intervenir dans le quotidien des gens, Et c'est pour ça que ces questions-là sont importantes à poser à l'occasion des élections. Alors, il y aurait peut-être, l'ASFAR l'a déjà fait, notamment pour Saint-Jacques, parce que ça a été le moment de gloire, si j'ose dire, le moment warolien de l'ASFAR, c'était il y a 2 étés. Les Gitans descendent parce qu'ils en ont marre qu'on détruise leur habitat. Et ils sont accompagnés intellectuellement de conseillers entre guillemets militaires de l'ASPAR. Non, pas du tout. Au contraire, pour Saint-Jacques, rien n'est réglé. Oui, au fait. Rien n'est réglé. Alors évidemment, je pense que dans la période électorale, il ne va pas y avoir de règlement. En tout cas, mais ça serait bien qu'il y ait des débats. Ça serait bien qu'il y ait des débats. Évidemment, le fait que les habitants de ces quartiers, qui ne sont pas seulement gitans, qui sont aussi maghrébins et d'origine maghrébine et métropolitains, comme... N'oublions pas que tout le monde est français là-dedans. Oui. Quoi excusez-moi. Et que les gitans, entre autres, sont français de souche. Ils étaient même catalans avant d'être français. Enfin, ces gens-là, tant qu'ils sont là. Passons sur cet aspect des choses. Mais enfin, je veux dire, le fait qu'ils se rencontrent avec des gens qui défendent le patrimoine, etc., c'était assez improbable. Oui, parce qu'ils sont assez coupés. Et en fait, ça se passe très bien. Et d'ailleurs, ils nous disent gentiment... que leurs objectifs ne sont pas tout à fait les nôtres, parce que eux, c'est leur vie, c'est leur habitat, c'est leur condition sociale aussi, de rester aussi, de vivre les uns près des autres, avec un partage quotidien. Donc ça, c'est important, mais ce que je veux dire, c'est que les sociétés vivent dans un espace. Nous le savons bien, nous vivons dans des villes, et ces villes, elles ont des réalités physiques, et non pas seulement des réalités physiques, mais c'est des réalités mémoriel, c'est-à-dire que l'espace est porteur de sens, et il est porteur de mémoire, et il est porteur de valeurs que les gens s'approprient. Et il ne faut pas croire, les gitans sont parfaitement conscients des qualités
Alors peut-être qu'ils se fichent pas mal de savoir qui est Jacques Ier de Majorque, ou Jacques II, ou Jacques III, peu importe. Ils n'ont pas vu le premier film, c'est pas pour aller voir le troisième. Mais ils savent où ils sont. Ils savent où ils sont et ils savent pourquoi ils y sont. Ils savent quelles sont les valeurs de l'espace qu'ils occupent. Et je pense que ça c'est important parce que c'est quelque chose que vraiment dans toute la démarche technique d'urbanisme, technique opérationnelle que la ville de Perpignan a conduit sur ces quartiers, elle a totalement négligé ça. C'est-à-dire qu'elle a dit finalement tout se vaut. On peut raser tout ça parce que pour eux ce sont des immeubles sans intérêt. Pour eux c'est une espèce de bâti. Voilà, du moment qu'il n'y a pas des sculptures, des dorures, des moulures, des plafonds peints bourgeois ou aristocratiques. Oui, bourgeois, c'est ça en fait. Non, mais bourgeois aristocratie, oui, non. Voilà, et donc ça, c'est de la chair à canon. Ouais, c'est du peuple, donc. Et ils ne se sont pas rendus compte que la ville, elle est vécue par les gens et que les gens ont une forme d'appropriation. Alors, je ne dis pas, moi en tant que conservateur du patrimoine, j'ai une lecture de la ville qui n'est pas celle de Nounours, par exemple. Oui, toi, tu es carrément dans le poème de Baudelaire, Correspondance. Oui, une forêt de symboles. Cela dit, c'est ça qui est important, c'est que eux, ils savent très bien où ils sont, et ils savent très bien pourquoi ils y sont, et ils savent très bien que quand on démolit leur ville, parce qu'il ne s'agit pas simplement de démolir une maison ou de dire ah là là, tel plancher s'effondre, etc. On a quand même entrepris de déstructurer ces quartiers, de raser des îlots entiers. Hein, et toute la révision télécommandée du plan de sauvegarde a été faite avec cet objectif de pouvoir raser des îlots entiers. C'était ça qui était écrit, c'était ça la commande. Et en faisant ça, en rasant des îlots entiers, on déstructure la ville. On la transforme, on transforme son paysage. Et c'est ça que les gens n'ont pas. Et puis tout se tient à Saint-Jacques. Tout est adossé à... Qu'il y ait des problèmes, y compris des problèmes techniques, des problèmes de conservation, il ne faut pas le nier. C'est une ville dégradée, c'est une ville en mauvais état. Ça, nous sommes bien d'accord. Mais à partir du moment où la municipalité de Perpignan, c'était l'équipe précédente, mais enfin, elle n'était pas tellement différente, je rappelle qu'il était premier adjoint, comme Romain Gros. Elle a fait le choix d'un secteur sauvegardé, c'est-à-dire d'une politique patrimoniale, de se donner un instrument de gestion qui vise à préserver le patrimoine urbain. Eh bien, moi, je considère qu'avoir tourné le dos à cette idée, c'est une erreur et c'est une faute politique, parce que justement, on appauvrit la ville et on appauvrit la capacité qu'elle a de donner aux habitants un espace sensible, une ville dans laquelle on peut se reconnaître, dans laquelle on peut être soi-même. Toi, tu crois que, en fait, une ville est faite pour l'humain. Ça, c'est curieux comme théorie. Alors, je voulais te parler d'un truc. J'ai fait un article, je sais pas, tu l'as croisé. Et c'est, s'il y a un type à qui il faut en parler, c'est à toi. Je discutais avec un ami qui fait un documentaire sur la campagne, et on discutait. Et je lui dis, il y a à Perpignan le syndrome du membre fantôme. Je dis, et le membre fantôme à Perpignan, c'est la grandeur. Et qu'est-ce qui a disparu, comment, et je commence à dire finalement Perpignan c'est le roi pêcheur, comme dans la saga arthuréenne, et si les candidats ne posent pas la comme quand ils voient le cortège du Graal, eh ben, le Graal il leur passera comme Perceval sous le nez, etc., etc. Et je m'étais dit, je pousse la réflexion, je dis finalement, la pierre rejetée des bâtisseurs ici, c'est les gitans. Et en fait, les gitans sont l'incarnation du roi pêcheur, et si on ne leur pose pas la bonne question, eh ben on échappe au Graal. Et donc, si on veut guérir Perpignan, il faut poser la bonne question à propos des gitans, et en guérissant les gitans, en leur redonnant leur juste place, eh ben la grandeur reviendra à Perpignan. Je pense que c'est alambiqué. Qu'est-ce que c'est que la grandeur? Enfin, moi, ce que j'aimerais, c'est qu'il y ait une ville apaisée et rayonnante. Parce que nous avons de quoi rayonner. On guérit en buvant à la coupe du Graal, j'y reviens. Non, mais je veux dire, moi, j'ai été très choqué, je dois dire, de toute la littérature que j'ai lue à propos justement de la révision du plan de sauvegarde, etc. Oui, pas la littérature arthurienne, ça t'a pas choqué, Chrétien de Troyes. Non, mais les documents qui sont écrits par je ne sais quel technicien, soit le technicien chargé du plan, celui qui lui a donné les consignes venant de la ville, etc.
on voit d'abord un mépris pour la ville, un pessimisme sur les gens. On trace des frontières. C'est écrit en toutes lettres dans ces documents. On trace des frontières. Cette ligne-là, la rue là, qui passe là. Alors, vérité en deçà, erreur au-delà. Et au-delà, c'est un monde interlope de tous les trafics. Et de toutes les inhumanités, etc. Enfin, je veux dire, c'est une vision absolument effarante. C'est faux parce que le trafic va jusqu'aux Augustins désormais. Si on ne considère pas la ville comme un tout, si on ne considère pas les populations qui y habitent comme légitimes, après tout, effectivement, Perpignan est une ville pauvre. Un tiers de la population. Hein, le centre-ville est pauvre. Et de toute façon, il s'est appauvri. Et il s'appauvrit tous les jours. Les commerces disparaissent, etc. Et en même temps, l'agglomération a énormément grandi. L'agglomération a conquis tous les terrains agricoles d'ailleurs, qui avaient une certaine valeur pour y mettre d'autres formes d'habitat, etc. Donc tout ça est très compliqué. Mais si on n'a pas une vision holistique de Perpignan, d'ailleurs de la ville, avec la fonction de ces quartiers et surtout avec la vision des populations qui s'y trouvent, parce que au fond, ils s'y prennent très mal, nos amis qui ont commencé à détruire Saint-Jacques. Mais leur idée, si je lis bien la littérature dont je parle, c'est quand même d'arriver à une forme de gentrification. C'est-à-dire se dire, après tout, les pauvres n'ont pas de légitimité. Les pauvres, non, puis surtout, en plus, ils sont sales. Ils sont sales et les quartiers sont dégradés, puis ils n'entretiennent pas les maisons, etc. etc. Donc, on va gentrifier, on va mettre des gens bien. Des gens riches. Les gens, historiquement, les gentilshommes, c'était des gens qui avaient des moyens. Mais c'est évidemment une erreur complète. Parce que les gens riches, ils sont déjà partis. Ils sont déjà partis conquérir d'autres territoires avec d'autres formes d'habitat. C'est-à-dire que si on pourquoi on viendrait là, quoi? Mais pourquoi on reviendrait là, donc il y a une erreur de perspective complète. La question, c'est de savoir, je pense, est-ce que l'on peut conserver et réhabiliter la ville avec les gens qui s'y trouvent, en travaillant pour eux et avec eux. Et je veux dire, encore une fois, les gens qui habitent Saint-Jacques savent très bien où ils habitent et pourquoi ils y habitent. Et s'ils ont réagi, c'est parce qu'ils ne veulent pas qu'on les en chasse. Et ça devrait être une donnée pour travailler. Et non pas de se dire, on va rêver à une espèce de pseudo-ville touristique, à une espèce de grand collioure plein de marchands de tableaux et de foulards pour attirer le chaland. Et ça, c'était... Alors, il y avait à l'époque Claude Barat qui voulait transformer Saint-Jacques en Gypsyland. C'est-à-dire rajouter des roulottes, etc., des rémouleurs, c'est assez rigolo à dire. Oui, enfin, les gitans ici, ils sont sédentaires depuis des siècles. Et leur métier traditionnel existe toujours, mais ils ont aussi suivi l'évolution de l'économie générale. Il n'y a plus d'animaux à entretenir. Vous savez, les gitans s'occupaient beaucoup de tondre les ânes, soigner les chevaux, les crinières, etc. Bon, il reste les combats de coq. Donc voilà. Est-ce que toi, en tant que président de l'ASPA, tu mets en place un dispositif pour rencontrer les candidats? Alors, rencontrer, je ne sais pas. Pour leur causer directement à l'oreille, parce que c'est que les ondes se perdent comme ça dans l'air au fur et à mesure de la distance. Effectivement, le temps va être relativement... T'en connais? Par exemple, tu connais bien Jean Bernard, tu connais Clotilde, Olivier Amiel par ricochet, si j'ose dire. Oui, moi j'ai jamais rencontré Olivier Amiel. Je croisais Jean-Marc Pujol, mais bonjour, bonsoir. À l'occasion d'ailleurs du colloque que nous avions fait pour le secteur sauvegardé. Donc je connais un peu mieux Clotilde Ripouille parce que justement, elle s'était investie au début dans nos premiers combats. Je ne connais pas Louis Alliot et je ne le rencontrerai pas. Donc toi, ça y est, pour toi, il est la marque du mal. C'est un peu ton ombre jaune à toi. Non, c'est pas la marque du mal, mais moi je considère que les dirigeants du Front National, je ne parle pas des gens qui votent pour eux, mais les dirigeants du Front National, pour moi, ils ne sont pas dans l'arc républicain. D'accord.
Bon, là, je te dirais, pour continuer, qu'il n'a pas d'étiquette, mais bon, c'était pour rire. C'est bien que ça ne change pas grand-chose pour toi. Oui, mais s'il devient maire, tu feras comment? Tu ris moi, là. Non, mais la question, donc, non, mais pour revenir à ce que nous allons faire pendant la campagne, c'est que je pense que nous allons d'abord élaborer un questionnaire. Un questionnaire que nous leur transmettrons. Et je pense d'ailleurs que nous ne serons pas les seuls, qu'il y a beaucoup de milieux ou de groupes d'intérêt ou autres qui vont certainement aussi transmettre leur doléances. Donc, on ne va pas faire non plus un truc en 28 pages, ce sera un questionnaire assez bref, mais je pense également que nous allons nous placer sur un autre niveau, nous allons élaborer une courte charte du patrimoine, auquel nous allons demander à tous les candidats, et je dirais, l'ASPAR est aussi une fédération d'associations. Nous avons une trentaine d'associations locales, du Conflent, du Val-Espire. Oui, parce que c'est surtout le territoire, il faut le rappeler. Le territoire, pas là seulement pour s'occuper de Perpignan, même s'il y a des enjeux importants à Perpignan. Et donc, on va demander à tous les candidats de prendre position sur cette charte, après tout, etc. Et donc, il y a déjà, pour une petite équipe comme la nôtre, énormément de travail sur ce sujet. Et puis, nous rendrons public, par voie de communiqué, les réponses des uns et des autres. Je ne pense pas qu'on va faire... Il ne faut quand même pas se pousser à un niveau que nous n'avons pas, pour imaginer une belle réunion, les 8 candidats, etc., des questions, d'un débat. Bon, je pense que ça n'est pas possible, ça n'est pas à notre portée, et de toute façon, je pense qu'il y aura d'autres moyens dans la campagne pour recueillir les expressions des uns et des autres à ce sujet. Olivier Poisson, merci. On se retrouvera par la suite parce que, à mon avis, il y aura prétexte à. Peut-être.